Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. 7h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et les vraies voix de l'été, c'est parti. C'est parti. En ce vendredi. Oui, juste avant, alors on peut dire juste avant le week-end, mais pour certains juste avant les départs. On vous accompagne d'ailleurs, vous êtes dans votre voiture, où vous soyez d'ailleurs. Nous sommes là, à vos côtés. Tout à fait. Avec nos vraies voix du jour, je vais retrouver ma voix Et à ben moi. alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est les petits tout comme ça. Voilà, mais vous c'est savez, parti. parce que Rémi André l'a dit, Ça la s'appelle météo, une mise en voix. bah, ça passe Voilà. de l'un à l'autre, un coup de pluie, un coup de chaud, un coup d'orage. Alors, nos vraies voix du jour. Philippe Bouriachi, conseiller régional d'Île-de-France, co-porte-parole nationale de l'écologie en centre. Bienvenue. Il vient. Et on l'entend pas, Philippe vous en- Bouriachi. Ah bon Voilà, il est là, approchez-vous du Philippe. micro, n'ayez pas peur. Ah oui, d'accord. Aude Amadou, vous êtes ancienne députée sportive de haut niveau. Enchantée de revenir. Enchantée, voilà, Ouais. bienvenue. Et puis Salomon Malka, journaliste et toujours auteur de Elena Ferrante à la recherche de l'amie prodigieuse, publiée chez Écriture. Bonsoir et bienvenue. Et qui passe en ce moment sur FR3. La série est reprise sur FR3. Ah, parfait. Alors, Salomon, FR3, c'est en 1912. Là, maintenant, c'est France 3. On l'a fait tous. Mais heureusement que c'était pas sur France 2, sinon on serait allé sur Antenne 2. Et puis, chers c'est auditeurs, vrai. voilà, vous voyez, c'est bonne ambiance dans le studio, donc vous n'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300 pour participer à tout cela et puis à voter, évidemment, sur Twitter à nos deux questions du jour que je vais du coup soumettre à notre auditeur Grégory. Bonjour Grégory. Bonjour. Bonjour. Grégory, vous nous appelez de Paris et vous êtes Alors, boulanger. En général, je pose toujours une question, mais là, c'est quel arrondissement? Ça peut marcher Ah aussi. bah voilà, il faut de la Quel géographie pour Frédéric Oui, Brindel. voilà. Quel arrondissement, Grégory? 14e. Et voilà. Ah, c'est bien, c'est le Montparnasse, c'est au sud de Paris. Voilà, c'est ça. Sud-ouest. Ouais, Je crois, je me suis pas trompée. Sud tout moi, je dirais, court ouais, sud de Sud-ouest Paris. ou sud tout court? Sud tout court. sud tout court. Bon bah voilà, vous voyez, Voilà. je suis vraiment pas bonne en géographie. Alors Grégory, les deux questions du jour pour vous. Déjà la première, c'est chassé-croisé, vous le savez, les juilletistes rentrent de vacances, les août, les Haussiens s'en vont de leur côté. Il y a des retards, comment ça se passe dans les transports en commun? Quel est votre moyen de transport favori à vous pour partir en congé, Grégory? L'avion, Alors- le train, la voiture ou le bus? Si c'est en France, on a la voiture, et si c'est à l'étranger, on a l'avion. D'accord. Ouais, voilà. oui. Ouais. Et sinon, jamais de train, quoi. C'est pas votre le truc. train, ouais. Non, c'est trop cher, et après, on n'a pas la liberté qu'on arrive à destination, surtout. C'est vrai que c'est très cher le train. On en entend beaucoup parler en ce moment, effectivement. Ça sera un des sujets de notre débat. Bah voilà quelques petites Voilà. pistes pour débattre, Exactement. Grégory. Et puis, deuxième question, la colère des policiers, on en entend beaucoup parler, là, la fronde presque. Il y a le soutien inconditionnel de Gérald Darmanin, on l'a entendu aussi. Alors, est-ce qu'il est comparable à Nicolas Sarkozy, Gérald Darmanin, selon vous, Grégory? Il veut être comme M. Sarkozy. Déjà, Sarkozy n'était pas formidable, on va dire. Alors, Gérald Darmanin, c'est encore pire, on va dire. Bon, bah Il fait voilà. rien, juste des annonces. Ça c'est dit. Bon. Donc il y en a un Mais- qui est mais pas dans- bon et l'autre qui est moins Voilà. bon encore. Dans C'est le ça que vous dites. style. Mais alors, est-ce qu'il est dans le style ou pas dans le style? Ah oui, tout à fait. Ah, il, d'accord. doit penser être président tous les matins quand il sera, je pense. Pensez qu'il se réveille en se disant je veux être président. Ah si lui ne pense pas, qui y penserait alors? Ouais. Moi, j'y ai pensé, mais je crois que j'ai pris du retard. Non, vous m'avez pas vous dit avez ça pas de tout à l'heure. On a dit autre chose. Bon, eh bien, merci beaucoup Grégory. Vous restez avec nous évidemment tout au fil de l'émission. Comme tous nos auditeurs qui ont envie de participer, vous n'hésitez pas, je le répète, le numéro vous le connaissez tous, mais bon, il faut quand même le dire, 0826 300 300. C'est gratuit, d'ailleurs, Voilà. faut le préciser. Non, mais Oui, c'est vrai, c'est parce que les gens important. se disent, oh bah tiens, non, 108, vous êtes ouais. les bienvenus. Et puis voilà. sur Twitter, vous n'hésitez pas aussi à aller voter à nos C'est deux gratuit questions aussi. du jour. C'est gratuit aussi, même si ça s'appelle pas Twitter pour encore très très longtemps. Oui. Et allez, c'est parti pour la première partie du tour de table des vraies voix. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Tout de suite, là? Ça a commencé? Oui. L'émission a commencé? C'est ce que je viens de dire. Excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Ah, d'accord. Le tour de table. De l'actualité. Salomon Malka, votre tour de table, dit par Alors, Frédéric. Un hommage à une si belle ville, Odessa, qui se trouve en Ukraine, une ville en péril à cause des bombardements russes depuis une semaine. Nous vous écoutons, Salomon. Est-ce que j'ai 2 minutes? Mais vous Que les je peux avez, prendre c'est deux le minutes. principe, c'est le principe. Alors, si je peux prendre 2 minutes, je vais commencer par parler de rendre hommage
Alexandra, dite Sacha, qui est réalisatrice de cinéma, qui a vécu entre Kiev et Moscou. Ses parents habitent près de l'aérodrome et quand elle les a appelés depuis Moscou ce 25 février 2022, elle a pu entendre le bruit des bombardements et la panique de la famille. Elle m'a montré sur son iPhone les photos de la famille, son petit frère qui a 17 ans et dont elle s'inspire pour écrire une série sur le monde des teenagers. Son père, qui est réalisateur comme elle, et dont elle dit qu'il ressemble à Alain Delon. Et enfin, sa grand-mère, avec une photo où on voit le cou enserré dans un châle tricoté amoureusement. Elle a été longtemps communiste, la grand-mère. Choyée par le régime soviétique, elle a bénéficié de tous les attraits de la nomenclatura. Elle allait en vacances dans des dachas et bénéficiait des boutiques de luxe pour faire ses achats. Et puis brusquement, pour des raisons que Sacha ignore, elle est tombée brusquement en disgrâce. Elle avait déplu, s'était montrée ingrate ou indisciplinée. Elle n'était plus, en tout cas, dans la ligne. Elle n'était plus en vogue. Peut-être pour rien, tout d'un coup, elle dégringolait en bas de l'échelle. Et Sacha m'a confié qu'elle était elle-même religieuse, mais aussi, pas aussi pratiquante, qu'elle voudrait, mais croyante, élevée dans l'orthodoxie. Ce qu'elle aime dans la Bible, dit-elle, par-dessus tout, c'est le livre de Job. Pourquoi le livre de Job? Précisément à cause de sa grand-mère. Ce livre raconte comment un homme élevé jusqu'aux cimes, couvert de richesses, entouré d'une famille aimante et d'amis, va être précipité du Capitole à la roche tarpéienne, comme on dit. Alors vous me direz, pourquoi est-ce cette que je jolie vous carte raconte postale, tout ça cette photo de famille? Eh ben voilà, je vais vous dire pourquoi je vous parle d'Alexandra, dite Sacha. Parce que elle a réalisé un très beau film tourné avant les bombardements. Et espère qu'on le verra en France. Elle se trouve en ce moment en France. C'est un film sur Odessa et en même temps un cri d'amour pour Odessa. Alors, comme vous l'avez rappelé, Frédéric, la ville d'Odessa est bombardée de manière intensive par les Russes. 25 édifices classés au patrimoine de l'UNESCO qui ont été touchés au cours des derniers jours. Un missile russe tiré de la mer a atteint le cœur de la cathédrale, une magnifique cathédrale, la plus belle de la ville, dite de la Transfiguration. Odessa, ville d'art, de café très parisien, la ville d'Isaac Babel et de ses récits d'Odessa, a essuyé 5 nuits successives les bombardements.
vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. C'est vendredi soir, prenez votre mal en patience si vous êtes en voiture. Oui, il y a du monde partout, c'est énervant, vous travaillez ou pas, que vous alliez en vacances ou pas. En tout cas, les vraies voix sont là. Nous avons Aude Amadou qui est là pour dégainer au moindre coup. Faut bien se le dire. Nous avons Salomon Malka qui va poser les structures, qui avec son recul et sa grandeur va nous transporter. Puis enfin, si jamais il y a quoi que ce soit, l'huile s'est tranchée. Philippe Bouriaki, voilà pour les 3 vraies voix. Et puis tout de suite, c'est les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Vos 3 mots et Félix Mathieu, c'est justice, trésorerie et ovni aujourd'hui. Le ministre de la Justice bientôt jugé. La Cour de cassation vient de le confirmer. Éric Dupond-Moretti suspecté d'avoir profité de ses fonctions au gouvernement pour régler des comptes personnels avec des magistrats. La justice rouvre aussi les comptes de campagne de Valérie Pécresse. LR soupçonné d'avoir très grassement rémunéré un intermédiaire pour chercher et négocier son siège de campagne. Plus de 62 000 € la prestation. Et puis des restes de pilotes de navettes extraterrestres conservés aux États-Unis. En tout cas, c'est ce qu'affirme devant le Congrès un ancien officier des renseignements américains. Les vraies voix Sud Radio. Quand la justice décide de juger le ministre de la Justice, situation inédite, la décision de la Cour de cassation donne un autre sens à ces mots prononcés par Éric Dupond-Moretti il y a quelques jours. Nul, je dis bien nul, n'est au-dessus des lois. Eh oui, effectivement. La justice, dans une démocratie, elle est indépendante. La justice est indépendante. Le garde des Sceaux sera bien jugé, en tout cas pour prise illégale d'intérêt par la Cour de justice de la République. C'est ce que vient de décider la Cour de cassation. Éric Dupond-Moretti, soupçonné d'avoir profité de sa fonction de ministre de la Justice pour régler des comptes avec des magistrats auxquels il s'était opposé dans sa première vie d'avocat, notamment en faisant ouvrir des enquêtes administratives contre eux une fois arrivé au gouvernement. Réaction du garde des Sceaux à cette décision surprise de la Cour de cassation tout à l'heure en déplacement dans le Vaucluse. Circuler, il n'y a rien à voir sur ce sujet. Je suis d'abord à la tâche, vous l'avez vu, et puis je répondrai le moment venu. Chaque chose en son temps. Le ministre de la Justice reste en poste malgré ce procès. Il est présumé innocent, rappelle Matignon. Cette situation décrédibilise et par ricochet affaiblit l'institution judiciaire tout entière, réagissent les 2 premiers syndicats de magistrats dans un communiqué commun. Aude Amadou, finalement, il a bien réussi son coup, notre ministre de la Justice, puisqu'elle est tout à fait séparée de lui-même, de l'État. En l'occurrence, ça fonctionne. C'est le propre des institutions, voilà. C'est la séparation des pouvoirs et personne n'est au-dessus ou en dessous des lois. Voilà. Donc ça fonctionne bien dans notre pays finalement quand même. Ça fonctionne bien. Avec un peu de retard, la justice, il faut un peu l'aider, mais ça fonctionne. Mais ça marche quand même. Il risque gros le ministre de la Justice, Philippe Bouriaki, ou pas ? En tant que politique, je ne peux pas commenter. J'ai bien appris ou pas ? C'est bon. Bravo, j'ai eu raison de vous présenter comme ça. Si les faits sont avérés, il risque gros. Déjà, il devra démissionner, ça c'est un fait. Et puis, utiliser ses pouvoirs pour régler des comptes, je connais pas je pense que c'est minimum 1 an de prison et 75 000 € d'amende, il me semble. Ça, c'est... Alors, va-t-il faire de la prison ferme si jamais non, ça c'est une certitude que non. Salomon Malka. Je note qu'il dit qu'il est à la tâche, et ça se voit, il est tout à fait à la tâche, mais et qu'il parlera le moment venu. Mais on a envie de lui demander, mais quand viendra le moment venu ? Parce que c'est maintenant qu'il est bien. Peut-être que si, au moment du rendu de la décision de justice, c'est le bon moment, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui. Voilà. Ou alors c'est peut-être un peu tard avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Eh oui, c'était pas Marcel Amand, c'était Guy Béard. Voilà, bravo. Voilà. Allez Félix, 2e mot, trésorerie. La justice s'intéresse au nouveau compte de campagne de Valérie Pécresse. Oui, elle s'y intéresse de nouveau. Le parquet de Paris ouvre une 2e enquête pour des soupçons d'abus de biens sociaux. En cause, la location d'un des 2 sièges de campagne de la candidate LR à la présidentielle. Un cabinet de conseil avait facturé 62 400 € les honoraires pour chercher et négocier ses locaux de campagne. 62 400 €, la commission des comptes de campagne avait tiqué sur cette dépense et l'avait signalé à la justice. De quoi nous rappeler au bon souvenir de ces militants LR qui manifestaient en déchirant leurs cartes devant le siège du parti juste après la présidentielle ratée. C'était au micro Sud Radio de Clément Barguin en avril 2022. Elle a cramé la caisse des LR, mais pire
que ça, c'est que ce n'est même pas suffisant. Puisque là, on a entendu qu'elle demandait d'urgence 5 millions d'euros avant le 15 mai. Elle ose tout, cette femme. Bon, voilà, en tout cas, après cette ouverture d'une nouvelle enquête sur les comptes de campagne de Valérie Pécresse, l'entourage de l'ancienne candidate fait valoir que les comptes ont été validés, qu'ils ont même eu moins de pénalités que les autres candidats. Pour rappel, Valérie Pécresse, sous la barre des 5% au premier tour, n'avait pas pu se faire rembourser ses frais de campagne, 14 millions et 300 000 euros. 14 millions et 300 000 euros. Oui. Alors 62 000 euros. Ouais, mais ça coûte cher de trouver un lieu, non? Ça coûte cher de rembourser. Une cagnotte. La cagnotte, ça se fait. Elle l'a fait, la cagnotte. Elle a mis la cagnotte à la mode. Bon. Et échec total pour Valérie Pécresse, déjà dans le résultat de l'élection, mais ça a été un échec, une déception pour elle. Ça, c'est indéniable. Mais bon, à sa décharge, voilà, des comptes de campagne, c'est toujours compliqué. Il faut être très précis. Et puis, je noterai aussi qu'il y a le retour des cabinets conseils. Oui, voilà. C'est-à-dire que pour chercher un local et pour négocier, il y a 62 000 euros pour trouver un local. Bon, c'est vrai que la justice va chercher à voir si c'est pas un peu cher. Salomon Malka, 62 000 euros, vous les avez, vous, pour trouver un cabinet de campagne si vous vous lancez en politique? Bah écoutez, étant donné que la campagne a donné un résultat qui était un peu décevant, moyen, très moyen. On se demande où est passée cette cagnotte. On a dit que vous étiez conseiller régional d'Île-de-France. Cher Philippe Bouriaki, on vous pose quand même la question. Mais oui, c'est la présidente. C'est la présidente, c'est ma présidente. Elle a repris un petit peu de... Mais complètement. Parce que c'est un échec quand même. Alors, la campagne est un échec, mais il faut dire qu'on l'a quand même énormément aidée, et y compris dans son camp. Quand vous avez Nicolas Sarkozy qui la reçoit, mais qui ne dit rien et qui va serrer la main à Emmanuel Macron juste derrière. C'était du deuxième degré, c'est ça. Déjà, c'est pas très cool. À l'intérieur, il y en a pas mal qui n'ont pas arrêté de lui tirer dessus. Elle a repris du poil de la bête, elle est sur le terrain actuellement, on l'a vu pendant les émeutes, immédiatement elle a déclenché 2 fois 20 millions d'euros pour pouvoir aider les commerçants et repeindre les commissariats, les écoles, etc. parce qu'elle veut que la vie continue. C'est une excellente présidente de la région Île-de-France, c'est une femme avec des valeurs extraordinaires. Je suis pas dans son camp, je suis en non inscrit, je tiens à le préciser, mais j'ai appris à la découvrir et franchement je suis impressionné par l'énergie et la force qu'elle dépense. Et puis 62 000 euros, ça peut paraître énorme. Pour rappel, Jadot, il payait 72 000 euros par mois son local de campagne. Donc les honoraires. Mais il ne faisait pas appel à un cabinet conseil pour mais comment en ça trouver se fait que c'est aussi cher? Excusez-moi, moi j'en reviens pas. Posons les vraies questions, Judith Beller. Oui, je vais vous dire. Pardon. Alors ça a l'air cher, mais sur 15 millions d'euros, 62 000 euros, c'est pas énorme. Alors attention, 72 000 par mois, c'est pas mal quand même. Oui, bien sûr. Un gros QG de campagne, quoi. C'était un grand QG de campagne. Donc j'ai pas eu l'occasion de voir, mais j'ai vu les photos. Non, je tiens à dire que vous avez des professionnels. Plus invité. J'étais même invité d'ailleurs. Non, vous avez des spécialistes, des professionnels qui connaissent vraiment la cible, le cœur. Il faut bien se rendre compte que le candidat, en vérité, ne maîtrise rien. On peut dire qu'il surpaye un peu quand même ou pas? Parce que non, je pense pas. Enfin, faut voir les prix du marché. Surtout si c'est un gros QG. Voilà. Allez, voilà, troisième mot. Félix Mathieu, on va changer de sujet, c'est tout aussi sympathique. OVNI, un ancien officier des renseignements, assure devant le Congrès que son pays dissimule des restes biologiques extraterrestres. Attention. Oui, David Grush, ancien officier des renseignements américains, se présente comme un lanceur d'alerte. Auditionné par le Congrès, il a eu cet échange surréaliste avec une représentante. Si vous pensez qu'on a eu un crash de navette, a-t-on retrouvé les corps des pilotes ? Comme je l'ai déjà dit dans une interview, oui, des restes biologiques ont été retrouvés. Des restes biologiques humains ou non humains? Non humains, c'est ce qu'ont affirmé les gens qui travaillaient dans le programme que je vous ai mentionné, répond-il. Précisons que David Grush a bien travaillé sur les phénomènes volants non identifiés. Il n'apporte pas de preuves matérielles, pas de photos, mais son CV est plutôt solide, d'où cette audition au Congrès. Il a par ailleurs affirmé ne pas pouvoir répondre à toutes les questions, notamment aux questions trop précises, couvertes selon lui par le secret défense. Mais sommes-nous seuls dans l'univers? On a tellement envie que ce soit vrai, ça serait bien qu'il y ait des petits hommes verts qui débarquent. Allez, vous restez avec nous, chers auditeurs. Le lancement de notre grand débat, c'est dans pas longtemps. 3 petites minutes. Vous allez évidemment voter sur Twitter. Et puis, je vous rappelle la question. D'ailleurs, vous pouvez peut-être m'aider à la rappeler. Ah non, ça y est, j'ai trouvé. Chassé-croisé, retard, transport en commun. Quel est votre moyen de transport favori pour partir en congé, vous? Est-ce que vous préférez l'avion, le train, la voiture ou le bus? Et vous pouvez aussi, évidemment... On n'a pas mis le vélo. On n'a pas mis le vélo.
Ouais, Le c'est canoë. vrai. Bah alors, c'est vrai le canoë. Le char à voile. Bah voilà. Hein. C'est pour, Et vous avez d'autres pour bien idées, métier. vous, auditeurs de Sud Radio? Eh ben, c'est bien, vous nous appelez au Surtout dites-nous ce que vous 0826 300 préférez, 300. Ouais, ouais. Non, mais s'il y a d'autres idées, par exemple un objet voilà, Ouais, volant montgolfière. non identifié aussi. Ouais, en ovni, Allez, ouais. à tout de suite. Sud Radio de l'été, Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Les vraies voix de l'été continuent, effectivement, avec nos vraies voix du jour, chers auditeurs. Philippe Bouriaki, qui est conseiller régional d'Île-de-France, co-porte-parole national de l'écologie au centre. Aude Amadou, ancienne députée sportive de haut niveau. Et Salomon Malka, journaliste et auteur de Elena Ferrante, à la recherche de l'amie prodigieuse, publié chez Écriture. Alors évidemment, vous n'hésitez pas à nous appeler pour réagir à ce que vous allez entendre. 0826 300 ZAC vous attend au standard. Et puis, évidemment, vous allez aussi voter sur Twitter. Allez, c'est parti pour le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Comment partir en vacances? Train, bus ou covoiturage? Selon une étude très sérieuse de l'INSEE, la voiture reste et de loin le moyen de transport préféré des Français. Un plein, 90 €. Eux ont payé leur billet en moyenne 60 € et n'auraient pris la voiture pour rien au monde. La voiture, c'est long, L'avion est désormais hors course. Pour les plus petits budgets, il y a le covoiturage. Je voyage moins cher et puis ça rend service à tout le monde, donc c'est l'idéal. Reste une dernière option assez compétitive, le car. C'est un bon compromis, même si c'est pas les meilleures conditions de voyage du monde. Route des vacances qui traverse la plus belle partie de la France. Oh, Charles, C'est vous qui chantez? Le grand Charles Trenet, National 7. Vous auriez pu chanter, ça. Ah oui, Frédéric. oui, National 7. Merci Lucille Montier, en tout cas pour cette très très belle entrée en œuvre. 2022, tenez-vous bien, aura été une année record en France pour les avions et les trains. Alors, quel record me direz-vous? Eh bien, celui des retards. Plus d'un train sur 10 n'est pas parti à l'heure en moyenne en 2019. Les avions n'ont jamais été aussi en retard depuis ces 10 dernières années. Ah, au fait, sur les autoroutes, la note des trajets est bien plus salée que l'été dernier, plus 10% à certains endroits. Alors, nous vous posons cette question casse-tête. Quel est votre moyen de transport favori pour partir en congé? Faites le match, allez-y, appelez-nous, compte Twitter, Sud Radio. Est-ce que c'est plus l'avion pour vous? Est-ce que vous préférez le train, la voiture, le bus? Allez-y, on en parle. N'est-ce pas, Judith? A priori, nos auditeurs, pour l'instant, préfèrent la voiture à 65%, avec l'avion juste derrière à 24%, ensuite le train à 10% et le bus 1%. Et vous, Damadou, alors c'est le canoë, je crois, c'est ça que vous avez dit. J'ai pas testé, mais ça peut être tentant. La montgolfière aussi. Non, moi je suis pas une très très bonne élève. Je sais que toute l'année, je fais plus ou moins attention sur les moyens de transport que j'utilise, mais c'est vrai que pour les vacances, souvent, j'avoue, je prends l'avion. D'accord. Bon. Et pourquoi vous êtes une mauvaise élève? Parce que je pense qu'on est dans une période où il faut quand même faire attention. Alors c'est vrai que si c'est mesuré et que c'est une fois dans l'année, bah pourquoi pas. Mais En voilà. revanche, votre Paris-Tour en avion, vous avez abusé, Audin. Non, je plaisante. Il n'y a pas eu d'aéroport avant que je vous rappelle. Il n'y a pas eu de C'est pour transfert ça. Notre-Dame-des-Landes. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Et vous, Salomon Malka, alors c'est quoi votre moyen de transport pour Moi, partir en vacances? j'ai toute confiance dans mes deux pieds, mais sauf aujourd'hui, où c'était très compliqué d'arriver chez vous, mais j'ai mal choisi mon heure. Pour le reste, oui, la voiture, comme tout le monde, mais ça devient quand même de plus en plus compliqué. Et de plus en plus cher. Et vous, Philippe Bouriaki? Ben moi, je suis parti à la Seine-sur-Mer en voiture hybride, parce que j'ai quand même... c'est pas une excuse, mais j'ai 3 enfants, dont un en bas âge, plus les bagages, etc. Et là-bas, sur place, si vous n'avez pas de véhicule, ça devient très compliqué. Mais je suis censé me rendre normalement peut-être cette semaine à Montpellier, et j'ai regardé les billets de train. Alors premièrement, je mets 4h30 et c'est 2 fois plus cher que l'avion. Donc il y a quelque chose qui va pas là. Je voudrais juste rebondir sur la voiture hybride. Votre voiture hybride, c'est à peu près 300 km d'autonomie, c'est ça, en électrique? Non, moi je suis à 740 parce que c'est lorsque vous êtes à moins de 50, c'est le moteur électrique qui prend le relais et qui est rechargé lorsque vous mettez un petit peu plus de gouache. Sinon, c'est de l'essence. Donc c'est une bonne solution, mine de rien, quand même. C'est une qui bonne permet solution d'être intermédiaire, quoi. hyper autonome. Quoi. Ouais. Bon, alors Frédéric. ça, on était sympa, chacun a choisi, vous continuez, vous appelez, tout ça. Mais on va prendre les problèmes
filment un par un. Plus d'un train sur 10, 14% pour les TGV, 17% pour les intercités, 8% pour les TER ne sont pas partis à l'heure en moyenne 2022. Qu'est-ce qui se passe à la SNCF? Aude Amadou, c'est quoi le problème à la SNCF? Eh ben, j'en sais rien. Voilà, comme ça. Parce qu'au moins, quand on a identifié le problème, on trouve la solution. Sauf que moi, il n'y a pas une fois où j'arrive à l'heure avec mon train. Par moment, c'est insupportable parce que vous avez un rendez-vous et c'est casse-pied. Il faut s'y prendre très à l'avance. Voilà, des fois, vous avez le temps, donc c'est pas très grave. Il y a plus grave dans la vie. Mais c'est vrai que par rapport aux Allemands, on n'est pas des très très bons élèves en termes de ponctualité. Bon, des retards de plus en plus nombreux, en particulier dans certaines régions et notamment en Occitanie. Réaction sur ce problème de train. Il y a bien une cause, Philippe Boriaki. Bien sûr, la cause, c'est la vétusté des installations, du matériel. Et qui fait des trains, des voies, quoi, en fait. Hein, des voies, c'est ça, des voies, des caténaires. Il y a aussi des dégradations volontaires qui ont du vandalisme qui sont faits. Et puis, les travaux ne peuvent se faire que la nuit entre 1h et 5-6 heures du matin avant le premier départ et le dernier arrivé. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment très long avant de mettre mis en place. Et puis surtout, aujourd'hui, qui paye la facture? Tout le monde se regarde en chien de fusil et on accumule du retard. Et puis lorsqu'il y a des incidents voyageurs, je pense à des gens qui font un malaise ou des gens qui mettent fin à leur jour, ça handicape tout le monde sur toute la durée. Ça, le Montmelka, finalement, il faudrait revoir la totalité du réseau, en fait, pour on soit plus dans ce genre de problématique, si on écoute. Je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. C'est vrai que c'est un système vieillissant qui donne lieu à des rénovations, mais enfin, on ne comprend pas non plus ces pannes répétées, ces retards répétés. À vrai dire, il n'y a pas de... et particulièrement au moment précis des départs en vacances, et on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Il n'y a pas d'explication. Parce que là, pour le coup, il n'y a pas de grève. J'aimerais rappeler quand même qu'on a oublié les grèves. Alors voilà. Et là, vous partez en vacances, si c'est votre cas, il n'y a pas de grève. Profitez-en. Mais il y a quand même des problèmes. Vous allez payer cher votre billet. Vous risquez d'être en retard, finalement. Bon, Aude Amadou, l'histoire du Covid, vous y croyez? Parce que pour les trains, selon les autorités, ces chiffres s'expliquent en partie par une forte augmentation du trafic ferroviaire après les calmes années Covid. Ça, je ne sais pas comment on peut l'expliquer, parce que les gens qui étaient là avant le Covid, ils sont pas partis. Ouais. Moi, je me l'explique pas vraiment. Je sais qu'il y a quand même eu des engagements qui sont faits, notamment parce que c'est de la compétence des régions. Moi, par expérience, notamment, il y a eu des promesses qui avaient été faites sur la ligne Nantes-Paris pour que Nantes soit à moins de 2 heures de Paris, en compensation du non-transfert Notre-Dame-des-Landes. On attend toujours. C'est-à-dire que l'État a subventionné les travaux. On attend toujours. Ouais. Donc je pense qu'il n'y a pas que de la vétusté de l'état des voies, parce qu'on a quand même un beau réseau de trains à grande vitesse. On est un des rares pays à l'avoir, qui est très très cher aussi à entretenir. Mais je pense que tout est à revoir. Je pense qu'on n'a pas la vision, on n'a pas de vision globale. On n'a pas une vision globale sur les tarifs. On n'a pas. Je pense que c'est dans la globalité qu'il faut revoir en fait ces schémas de transport. Finalement, Philippe Boriaki, ce que dit Aude Amadou, c'est que ça coûte cher d'entretenir des trains de ce type d'acabit. Donc c'est peut-être aussi ça le problème. C'est aussi peut-être pour ça que les billets sont aussi chers. C'est la combinaison de plusieurs facteurs. Évidemment, il n'y a pas une seule raison, mais il revient sur les grandes décisions. Elles reviennent à l'État. Le président directeur pour général les trains, la question, c'est les régions qui gèrent les trains. Pour les intercités, les TER, les trains express régionaux, pas pour les grandes lignes et TGV. D'accord. Mais au niveau des régions, par exemple, vous, on le rappelle, vous êtes conseiller régional d'Île-de-France. Pourquoi c'est tellement le bazar? Comme je vous l'ai dit, il y a de la vétusté et des actes malveillants qui ont fortement handicapé. Regardez, vous savez, l'accident de Bretigny, je crois que ça remonte à une dizaine d'années. Oui, Bretigny-sur-Orge dans l'Essonne. Bretigny-sur-Orge. Et j'ai encore une pensée pour celles et ceux qui ont vécu l'enfer dedans. Encore aujourd'hui, on a des répercussions dessus. Lorsqu'il y a eu le caténaire aux Ardoines à Vitry qui a brûlé, il faut savoir que c'est des travaux sur 3-4 ans. Et donc forcément, ça handicape toute la journée. Et puis je vous le redis, lorsqu'il y a des actes malveillants dans un train où on tire le signal d'alarme ou lorsqu'il y a un accident, un suicide, etc., et ça handicape. Et donc, par conséquence, ça fait
toute la chaîne se retrouve dans une situation moins Mais compliquée. qu'est-ce qu'on fait Non, mais je pense surtout qu'on a une vision qui n'est pas bonne, c'est-à-dire que tout le schéma des transports est centralisé sur Paris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez faire un Nantes-Bordeaux, bah, vous n'avez rien, ou alors vous avez un TER qui va mettre plus de temps que si vous prenez votre voiture. Ou alors vous faites un Nantes-Paris, Paris-Bordeaux. Donc de toute façon, il y a quand même pas mal de voies régionales où les régions vont devoir travailler ensemble pour pouvoir développer aussi ces moyens de transport, parce que ce qui est coûteux, c'est pas les intercités, c'est surtout les trains à grande vitesse. Mais je pense que quand je parlais de vision globale tout à l'heure, c'est aussi de décentraliser, parce que tout passe par Paris. Donc quand vous avez un point névralgique où tous les trains doivent passer, bah, dans toute la logique des choses veut qu'à un moment donné, bah, y ait des dysfonctionnements. Pourtant, nous sommes bien d'accord, il y a des écologistes autour de la table. Salomon Malka, c'est pas votre cas, mais on est bien d'accord que c'est le moyen, le train le plus écologique. Parce que c'est l'avenir, du coup. On n'y coupe pas. Absolument, j'étais en train de penser, il y a un humoriste anglais qui a dit j'ai arrêté le sexe parce que c'est long, c'est cher et c'est une position ridicule. Et on se demande si on va pas devoir arrêter. Salomon, je me disais à quoi vous pensiez. Vous savez maintenant. Je vois. Pardon. Non, mais j'ai commencé par dire pardon. Non, mais c'est à se demander si on veut pas qu'on arrête de partir en vacances. Oui. Ouais. Mais, bon. Allez, 0826 300 300, nous sommes. Vous appelez, vous commentez, vous réagissez sur Sud Radio. C'est la radio du Parlons Vrai, votre radio. Nous sommes avec Grégory, toujours, notre auditeur du jour. Grégory de Paris. Vous êtes là, Grégory? Oui, rebonjour. Ouais. Alors, Grégory, justement, si les transports en question, le train, par exemple, si les billets étaient moins chers, est-ce que vous le prendriez plus? Et surtout, si vous étiez sûr de l'heure d'arrivée et de l'heure de départ? Non, parce que moi, ça je changerait rien. D'accord. Ah non, je vais expliquer mes vacances vite fait. Je fais Paris, Jura, Gap. Ah, c'est ce que j'ai dit. Et avec moi, pour la première fois, je vais emmener un de mes chats. Et j'ai 2 vélos dans le porte-vélo. Ouais. D'accord. C'est impossible. Impossible. Et puis surtout, il n'y a pas de liaison. Il n'y a pas de liaison. Voilà. Oui, c'est sûr. Donc déjà, en voiture, c'est long, mais alors en train, ça serait impossible. Ouais. C'est où dans le Jura? Verdol? À côté de Pontarlier. Oui, d'accord. Donc et après, vous redescendez vers Gap. Oui, avec 2 vélos de course sur le bord de vélo, donc dans le train, ça serait impossible. Ah, 2 vélos de course, ça vous plaît, ça, Frédéric Brindel? Vous avez vu? Vous n'aviez pas mis le moyen de transport vélo, on va pouvoir en parler, ça y est, grâce à lui. Alors, Grégory, vous êtes cycliste? Oui, à mes heures perdues, on va dire. Bon, très bien. Bon, donc, alors, on a bien compris, vous êtes anti-train. Parlons avec vous non, pas anti-train, mais pour moi, c'est pas compatible. C'est impossible. Ouais, voilà. Bon, alors, parlons de l'avion. L'avion, vous avez dit, pour aller loin, c'est bien. C'est un peu stressant, quand même, de prendre l'avion. Ah non, moi, ça me stresse pas du tout. Ah, bah, vous êtes le seul. Alors, expliquez-nous pourquoi, Grégory. Pareil, Judith non plus, alors. J'aime bien l'avion. C'est le moyen de transport le plus sûr par rapport aux personnes transportées et accidents. Faux, c'est l'ascenseur. Pour aller sur la Lune. Non, mais il y a le système de le système de covoiturage qui se développe de plus en plus. Moi, vous le faites ça, Grégory, vous, j'ai vu ça cette semaine pour des gens qui allaient en Normandie. J'ai une amie qui est allée à Honfleur et qui a mis 5 heures pour y arriver. Et finalement, elle a trouvé un système de covoiturage qui commence à marcher. Bon. J'ai l'impression. Mais sur l'avion, Grégory, vous dites c'est parfait, c'est très bien, mais vous voulez emmener votre vélo, vous faites comment? La question piège. Je suis pas de vélo. Par exemple, j'ai été au mois de mai. On peut enregistrer un vélo. Pardon, mais ça s'enregistre. Pardonnez-moi. J'ai été à l'île Maurice, c'était au mois de mai. J'ai pas fait de vélo là-bas, c'était pour les vacances. Parce qu'en vacances, vous faites pas de vélo. Mais non, parce que Grégory est un sportif, c'est normal. Bon, qu'est-ce qu'on fait de l'avion? Parce que j'aimerais quand même vous dire que les vols intérieurs n'échappent pas non plus au manque de ponctualité. 19,4% des avions ont été en retard l'année dernière. Sur les vols également moyens courriers, 28% en 2022 de retard. Là aussi, il y a quand même problème, Philippe Bouriaki. Puis dans écologie, il y a écologie. Vous êtes écologiste. Bien sûr. Alors, l'avion, je l'ai pris 5 fois cette année, à la différence de Sandrine Rousseau,
parce que j'ai dû aller à l'étranger et c'était pas possible de faire autrement. Parce que Sandrine Rousseau, elle a pris l'avion. Elle dit depuis 10 ans, je crois qu'elle prend plus l'avion. Ah d'accord. Oui, mais elle sort plus du pays, quoi, pratiquement. Ouais, mais on va chercher un petit peu parce qu'elle dit qu'il faut plus manger de viande et on a retrouvé des photos où elle avait des bonnes tranches. Où elle aime bien le barbecue. Ouais, complètement. Alors vous, l'avion. L'avion, moi, alors, premièrement, quand je prends mon billet, je coche la petite case pour pouvoir payer un petit peu plus cher, mais compenser le carbone que j'émets. Et puis, je le redis encore une fois, la vraie solution, c'est l'hydrogène, c'est l'énergie du futur qui est inépuisable et qu'on peut produire. Et puis après, donc voiture. L'hydrogène, non, mais aussi pour les avions, pour les camions, pour les bus, pour tout. D'accord. Bien sûr, c'est l'hydrogène. Mais alors l'hydrogène n'est pas assez distribué. On en a parlé hier dans les vraies voies qui font rouler la France. Il y a un vrai problème de distribution globale sur le territoire. Clairement. Il y a, par exemple, pour la région parisienne, parce que c'est ça dont on parlait hier, il y a Saint-Germain-en-Laye, il y a 4 stations qui permettent de se recharger. Mais après, dès qu'on va dans la France autre, il y a très très peu de relais, quoi. Donc, on est comment au début. Ça se fait ça d'ailleurs? Parce que certains ont pris d'autres virages. On a vu le lobby nucléaire inciter d'ailleurs. Le président de la République a dit 2035, plus de moteurs thermiques, donc ce sera que d'électrique. Et donc forcément, moi je leur tire mon chapeau, mais il va y avoir plein d'EPR qui vont se faire. Je ne suis pas anti-nucléaire. Je dis que le problème, c'est qu'on ne sait pas comment traiter les déchets. Donc ça, c'est un vrai problème. Et le jour où il y a un problème, une catastrophe, c'est très compliqué. Donc très bien l'électrification, mais c'est pas la panacée, d'autant plus qu'on ne sait pas comment on va traiter les batteries. On va être dépendant de la Chine encore pendant de longues années parce que le lithium c'est là-bas. Le cobalt pour faire des batteries au lithium et enfin électrique, il faut du cobalt et c'est les enfants qui sont exploités au Congo. Donc l'hydrogène et qui plus est avion. Moi je suis désolé Audamadou, quand je prends l'avion, j'attends 1 heure avec les histoires de sécurité, je retrouve pas mon bagage quand je sors de l'avion, j'ai peur parce qu'on est en retard, il y a une correspondance. Et puis en plus, d'accord, c'est pas dangereux, mais si ça tombe, hein. Non ? C'est parce que vous êtes un grand stressé, Frédéric. Oh voilà, c'est facile. Non, mais il est angoissé quand il prend l'avion. Mais oui, mais non, pas tant que ça. Moi personnellement, ça me dérange pas d'attendre. Enfin, la sécurité, voilà, c'est un point obligatoire. Faut être bien organisé. Après, personnellement, moi, quand je prends l'avion, alors sauf pour raison professionnelle, elle quand va nous dire qu'elle est carte gold. Regardez, accès privilégié. C'est pas ça. Entre nous, regardez-moi dans les yeux. Pas du tout. C'est surtout que, voilà, quand je prends l'avion, je pars en vacances, donc, si c'est en retard, c'est pas très grave pour moi. Voilà, je pense que c'est plus pour des personnes qui le prennent pour professionnels, c'est plus ennuyeux. Mais pour des vacances, on est cool, on y va cool et puis on part en vacances. Moi, je suis comme Aude, j'aime beaucoup l'avion, mais surtout pour partir à l'étranger, parce qu'on commence à déconnecter. Moi, je travaille bien, je suis journaliste, donc j'écris mes papiers, je lis, je travaille assez bien dans l'avion. Naguère, je travaillais bien aussi dans le train. Et plus maintenant. Plus maintenant, parce que le train, ça devient vraiment compliqué. Parce qu'il y a trop de monde, pourquoi ? C'est rarement précis, c'est rarement... parfois on change de quai et on vous le dit à la dernière minute, donc vous êtes obligé pratiquement de sauter dans le train pendant qu'il est en marche. Enfin, c'est compliqué, quoi. C'est incroyable, vous étiez tous pro-avion, même vous, ma petite Judith. Moi, je suis pas pro-avion. Moi, je voyage. Tout ce qu'on peut faire en train, Philippe, tout ce qu'on peut faire en train. Avion avec de l'hydrogène, je serais pour, mais je vais pas. Faut pas arrêter de voyager et de découvrir la planète. On a réellement la compétence de l'avion de demain, c'est-à-dire que clairement Airbus travaille sur cet avion de demain. Je sais aussi, pour avoir travaillé étroitement avec eux, EasyJet, ça fait un bon bout de temps qu'ils travaillent aussi sur un avion à l'électricité. Voilà, il y a aussi des avancées qui vont se faire, ça prend du temps, donc il y a toujours cette période de transition. Moi, j'aime pas en fait ces périodes-là. On va dire on va vous interdire ça, sans penser à cette période de transition. De toute façon, on a la compétence. Demain, les avions et c'est pas dans l'intérêt des avions de consommer de consommer du pétrole. Moi, je suis déçu. Un petit point sondage. Moi, j'adore le train. Le train m'a toujours fait rêver. Et vous n'aimez pas l'avion. Mais personne m'a demandé, c'est normal parce que c'était pas mon rôle de répondre. Alors, je vous donne les auditeurs. Vous avez envie que je vous pose la question. Merci. C'était un petit reproche
scolaire. Voilà. Alors, les auditeurs de Sud Radio ont dit qu'ils préféraient la voiture à 65%, l'avion à 24%. Vous voyez, vous les avez influencés. Non, je plaisante, bien sûr. Le train, 10%. On voit bien qu'en termes de communication, le train, ça baisse. Et puis alors, le pauvre bus, on n'en a même pas parlé. Si, Macron, alors le bus, moi, vous je qui avez trouve été député macroniste, j'étais pas Audamadou, une adepte du bus Macron quand il est sorti. Oui. Mais je l'ai découvert parce que on le découvre par hasard, parce que vous avez une grève, vous n'avez pas de train, donc vous prenez le bus Macron. Et moi, je trouve que c'est une belle alternative. Je parlais tout à l'heure du Nantes-Bordeaux. Vous pouvez le faire en car, c'est pas cher, c'est 15 €. Excusez-moi, je fais un peu de pub, mais vous pouvez même l'avoir moins cher. Et c'est confortable, vous avez le Wi-Fi, vous avez tout ce qu'il faut, vous êtes en vacances, vous mettez 4 heures. Bon, et c'est seulement donc, 1% pour les auditeurs de Sud Radio. Bon, bah voilà, si vous partez en vacances, bonnes vacances, sinon vous faites comme nous, on est là. Et vous restez avec nous, surtout parce qu'on continue dans la détente. Là, on a fait un peu de quiz de l'actu, juste après cela avec nos 3 vraies voix. Et vous, chers auditeurs, ne bougez pas, nous on reste là, donc voilà, à tout de suite. Vraie voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et qu'est-ce qu'on fait à 17h52 ? Ah, ça j'aime bien ce moment, on joue. On joue avec nos vraies voix et nos auditeurs, évidemment. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour participer à cette émission. On rappelle les 3 vraies voix, pas Philippe Bouriaki. Super lui, Voilà. Lui, je le trouve vraiment. Vous le kiffez ? Ouais, voilà. Mec bien. Ouais. Et Audamadou, vous l'avez kiffé aussi. Alors là, Aude, oui, franchement. Ouais. Et alors Salomon Malka ? Ouais. Bon. Allez, c'est parti, un petit rappel des règles et puis c'est parti pour le quiz de l'actu. On partira pas ensemble en vacances. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Non, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait au quiz de l'actu ? Alors, on a Grégory donc de Paris. Oui, Grégory, vous êtes là, hein ? Oui. De Paris dans le 14e, où il est difficile de faire du vélo, certes, mais donc il est obligé d'aller Il y a plein de voies cyclistes, on a dit. Ouais, mais Bois de Boulogne ou Bois de Vincennes après pour tourner. Bois de Boulogne, c'est fermé pour l'instant. Oui, tout est fermé, mon pauvre Grégory. Alors vous allez choisir donc votre partenaire, c'est soit Audamadou, soit l'excellent Salomon Malka, soit Philippe Bouriaki. Avec qui décidez-vous de jouer, Grégory ? Philippe Bouriaki. La pression que j'ai. Bien sûr. Vous êtes donc l'équipe A. Et Salomon et Aude forment l'équipe B. Vous avez vu notre petit sujet tout à l'heure, la comparaison Sarkozy-Darmanin. Eh bien, c'est un questionnaire spécial sur les ministres de l'Intérieur. Question A, c'est parti. Attention, c'est parti. Quel ancien maire de Lyon a été ministre de l'Intérieur ? Gérard Collomb. Mais c'était l'équipe A ou B ? Vous avez même pas attendu. C'était l'équipe A et c'est Philippe Bouriaki qui a répondu. Bravo. Voilà. Ça fait 1-0. Grégory, il a répondu vite, votre coéquipier. Lucille, elle envoie plein de sons là. Bon, vous l'aviez, Grégory ? Non. Vous l'aviez pas. Donc Philippe, bien. Ça fait 1-0. Attention, équipe B. On a bien dit équipe B. Top question. Quel ministre de l'Intérieur en 2016 est devenu Premier ministre ? Cazeneuve. Bernard Cazeneuve. Mais ça, c'est des quiz pour nous. Un partout. En fait, vous avez fait des cadeaux à nous inviter aujourd'hui. Quand ils répondent pas, on me dit que je suis dur. Quand ils répondent, vous êtes trop facile. Voilà. Alors, je ne sais plus. Faut trouver le juste milieu. Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Je vais faire comme l'oiseau. Allez, c'est parti. 2A. Équipe. Quel ministre de l'Intérieur en 1996 est ensuite devenu président de l'Assemblée nationale ? Grégory ou Philippe ? d'abord. Alors, Grégory. Je sais pas. Président de l'Assemblée nationale ? Oui. Qui était ministre de l'Intérieur en 96. Je peux rajouter un truc ou pas ? Non, parce que sinon, en 96. Non. Alors, vous l'avez, Grégory ? Pas du tout. Non. Donnez un nom. Pasqua. Non, c'est pas Pasqua. Philippe, vous l'avez pas ? C'est pas Fabius ? Non. Alors attention pour l'équipe B. C'est parti, vous répondez l'équipe B. Alors, là, il est moins gentil, Frédéric. Bartolone, non. Je sais pas, Quel ministre de l'Intérieur en 96 est ensuite devenu président de l'Assemblée nationale ? Salomon. Jean-Pierre Pierre Debray. Non, pas Jean-Pierre. Allez. Il était Jean-Louis. C'est Jean-Louis Debré. Je connais que lui. Bon, moi, je voulais dire qu'il était comédien aussi maintenant. Il fait du théâtre, Jean-Louis Debré. Voilà. Alors, pas de points. Attention, question B. C'est parti pour l'équipe B. Qui a été ministre de l'Intérieur en 1985 et qui était proche du président François Mitterrand ?
L'équipe B, Salomon. c'est nous. Aude, oui. L'équipe B. Et de l'intérieur. Oui. Oui, Salomon. Oui. Mais dites-moi là. Alors, proche de François Mitterrand, ministre de l'Intérieur en 85. Alors, une fois. Rocard. Deux fois. Non, pas Rocard. Il n'a pas été ministre de l'Intérieur. 3 fois. Top. On passe à l'équipe B. Pierre Grégory. Pierre Bravo. Jox. Superbe réponse de Philippe On passe à l'équipe Bouriaki. A, hein, c'est l'équipe Bravo. Alors, A. Allez, c'est parti. ça fait 3-1 pour l'équipe B. On a perdu Grégory. Non, Non, il est là, pour l'équipe A. il est Grégory. Mais Pour Grégory ne l'équipe rêvait A. pas plus jeune d'être ministre de l'Intérieur, n'est-ce pas, Non, Grégory? a priori, non. Moi, j'en rêve. Je suis pas assez vieux. Hein. Non, d'ailleurs, il est boulanger et vous faites du très bon pain, je suppose. Vous êtes dans le 14e, vous me direz où après, je viendrai vous voir. Hein. Je travaille dans le 5e. Ah, dans le 5e. Ah, Allez, Faites attention, elle va vous faire le coup du croissant à l'œil. Mais enfin, j'adore acheter mon croissant. Allez, équipe A. Allez, quel ministre de l'Intérieur a aussi été un légendaire maire de Marseille? Grégory. Gaston Defer. Defer. Ah, dis rien. Eh ben ça y est, il a donné le point à l'autre Salomon. équipe. Salomon Malka, il l'a dit. Eh bien, Eh ben voilà. Grégory, vous avez la réponse? Mais ça y est, il l'a C'est dit. 2 fois. Eh ben voilà, c'est de faire. Grégory l'a dit, ça fait 1 point. Et donc, point pour j'ai l'équipe donné le A. point. Ça Bah oui, fait vous avez donné le 3 point. à 2. Mais attention, Mais non. tout se joue Combien, 3 à maintenant 2? là-dessus. Non, 4-1. 3 à 2 pour vous. Ne refaites pas l'histoire. Mais non. Moi, 3 j'essaie de répondre déjà. questions. Écoutez-moi bien. C'est à l'équipe B maintenant. C'est l'arbitre qui fait les règles. Si m'en mêle pas. l'équipe B répond, elle a gagné. Si l'équipe B ne répond pas, l'équipe A peut aller gagner. Attention, top. Équipe pas grave. B, quel légendaire ministre de l'Intérieur venait des Hauts-de-Seine? Sarkozy. Non. Bah quoi, il a été Hauts-de-Seine, j'étais pas Sarkozy, loin elle quand est- même. Il était, mais il en revient pas. Un autre. Oui. Un autre. Il avait une sacrée carrure. Hein. Il était ministre Oui, de l'Intérieur. Charles Pasqua. bravo. Grégory, vous mais c'est l'avez. pas encore un Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Grégory prend le point. Et comme Grégory, parce que vous ne l'aviez pas, a répondu, Et eh c'est bien, Grégory qui a victoire fait gagner l'équipe. de Bravo, l'équipe Grégory. A. Philippe et Grégory, vous gagnez. Bravo. Moi, je veux Vous changer de restez avec partenaire nous. la Il y dernière avait fois. des avec Meyer. applaudissements. Normalement, il y avait des applaudissements. Il applause. Bah voilà, Il y a gagné quoi 0826 300 300. Du coup, vous avez gagné un petit Grégory. croissant tiens, chez Grégory. teams, Eh ben les voilà. teams de la direction. Alors, il est 17h58. Hein. On a un beau programme pour vous, chers auditeurs, qui continue. Le tour de table de l'actu des vraies voix, évidemment. Le débat 18h30, hein, le coup de cœur de projecteurs des vraies voix. Vous allez voter sur Twitter. On vous rappelle la question. Colère des policiers, soutien inconditionnel du ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin est-il comparable à Nicolas Sarkozy? Vous n'hésitez pas, évidemment, à voter, à commenter, à nous appeler 0826 300 300. On revient tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Sud Radio, c'est votre radio. Oui, hein. oui. Parlons vrai. C'est notre. Incontestablement. Voilà, Ouais. incontestablement. Vous pouvez appeler au 0826 300 300 pour participer à cette émission, Les vraies voix de l'été. Vous serez bien reçu. évidemment, toujours bien reçu Ouais. par Zach au standard. Ah, Zach. Hein, puis on vous rappelle nos 3 vraies voix, Philippe Bouriaki, Aude Amadou et Salomon Malka. Et puis tout de suite, ça fait du clic sur les réseaux. Voilà. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Votre Félix top Mathieu, là. clic. Oui, Ah oui. bon, c'est pas Oui, vrai. oui, oui, il Félix, arrive, bonjour. il arrive. Vous êtes là, Bonjour, Félix bonjour, coucou, Voilà. ça va? Allez, Jean-Luc Mélenchon s'est rendu dans les Vosges au domicile incendié d'un militant de la France insoumise. Enquête ouverte pour tentative d'assassinat, c'est ce que vient d'annoncer le parquet d'Épinal. De son côté, la France insoumise dénonce des faits extrêmement graves puisque l'incendie fait suite à une série de menaces. L'homme vivait dans cette maison située à Rochesson, dans les Vosges, avec sa compagne également militante LFI jusqu'au décès de cette dernière il y a quelques mois. Et à plusieurs reprises, ils avaient rapporté des menaces liées à leur engagement politique. Les pneus, par exemple, du militant avaient été crevés, c'est ce que rapporte le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Des pieds de cochon également avaient été déposés devant chez eux. Alors depuis le décès de sa compagne, l'homme vivait seul dans la maison incendiée dans les Vosges, maison incendiée dans la nuit de jeudi à vendredi de la semaine dernière. Il n'a pas pu s'empêcher de faire le lien avec ce qu'il vivait depuis plusieurs années, indique le parti de Jean-Luc Mélenchon, qui dénonce des menaces, je cite, toujours plus importantes, notamment de la part de l'extrême droite. Jean-Luc Mélenchon, donc, ainsi que 2 députés LFI se sont rendus à la rencontre de ce militant des Vosges cet après-midi. C'est ce qu'on appelle l'escalade, hein, Aude Amadou, on est d'accord? Ça arrive, ça commence. Alors, l'escalade, mais pas
pas sur le focus politique. C'est vraiment une escalade de la violence dans toute notre société française, et c'est là où c'est vraiment dramatique. Je pense que l'engagement de chacun et de chacune est très important. C'est le propre en démocratie. C'est vrai que de toucher à cet engagement, c'est très grave. Philippe Bourriaki, c'est pas que LFI qui est touché. On entend quand même beaucoup parler d'une montée de violence envers les élus en général. Est-ce que vous l'avez constaté vous-même ? Alors, moi, à titre personnel, je suis absolument pas concerné sur les questions de violence envers les élus, mais je vois les messages passés sur les réseaux sociaux qui désinhibent carrément les personnes. On voit des gens qui se lâchent, et malheureusement, il y a des gens qui sont fragiles psychologiquement et qui peuvent passer à l'acte. Et je tiens évidemment à apporter tout mon soutien à ce militant, quel que soit le parti. Évidemment, on n'a pas à être menacé, violenté ou incendié. Quelles que soient nos opinions politiques. Quelles que soient nos opinions politiques. Nous sommes dans une démocratie. On se combat loyalement, mais dans les urnes et dans le débat démocratique. C'est pour ça qu'il faut utiliser un autre mot peut-être que combattre. Mais force est de constater que certains élus, et y compris la France Insoumise, sont des pompiers pyromanes. Donc, Salomon Malka, ici LFI parle de l'extrême droite va parler de l'extrême gauche. Il y a aussi ce mot extrême qui revient chaque fois dans les provocations. Oui, mais je crois que, comme ça vient d'être dit, tout le monde est touché par cette dégradation de la parole publique. Et c'est vrai aussi que certains ont joué aux pompiers pyromanes, notamment à l'Assemblée nationale. Quand on a vu les prises de bec à l'Assemblée nationale, c'était déjà le début de cette dégradation dont je parle. Félix Mathieu, un autre sujet, ce rebondissement aux États-Unis dans l'affaire des documents confidentiels embarqués par Donald Trump. Oui, les procureurs lui chargent encore un peu plus la barque en ajoutant de nouvelles charges. Il y en avait déjà une trentaine. On avait vu ces images, vous savez, de ces cartons dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Les cartons où il entreposait des piles de secrets d'État dans un coin de pièce, des documents confidentiels embarqués après la fin de sa présidence, embarqués de la Maison-Blanche en toute illégalité. Eh bien, désormais, la justice lui reproche d'avoir voulu faire effacer les images de vidéosurveillance de sa résidence. Autrement dit, d'avoir voulu détruire un peu les preuves. Il aurait notamment demandé à un employé d'effacer les données du serveur contenant les fameuses images de vidéosurveillance. Un ordre commandé au moment où la justice, justement, commençait à réclamer les images de vidéosurveillance et notamment des pièces en question où il entreposait chez lui ces documents confidentiels. Alors, Donald Trump, en plus de ça, désormais est aussi accusé pour un nouveau document militaire qu'il détenait sur place et qu'il avait montré à plusieurs personnes sur ses enregistrements. On l'entend préciser à ses visiteurs que le document en question est secret, très confidentiel et non déclassifié. Il semblait plutôt s'en vanter en plus de ça. Autrement dit, Donald Trump aura du mal à dire qu'il n'était pas au courant du caractère confidentiel des documents. À peu de choses, à un fil. On est bien peu de choses finalement quand on s'aperçoit qu'il y a un chef d'État comme ça qui peut dépasser les limites. Aude Amadou. Moi, ce qui m'étonne toujours avec Trump, c'est que au plus on lui trouve des charges, au plus il est inculpé et au plus il est populaire. Et populaire, ça dépend où. Aux États-Unis, là, on est quand même en pleine élection américaine. Et puis, il faut quand même rappeler que nous, en France, on n'est pas dans la même situation, mais que même s'il est en prison, il pourra toujours faire de campagne. Et possiblement, il peut être président des États-Unis. C'est quand même une contradiction à laquelle on n'est pas confronté. Mais il faut savoir qu'un citoyen américain qui est en prison a le droit de faire campagne, de se présenter aux élections présidentielles. Enfin, il ne sera pas réélu, si. Vous y croisez, vous J'ai envie de vous dire, vu le monde actuel, vu les situations actuelles, il n'y a plus rien qui m'étonne parfois. D'accord. Philippe Bourriaki, moi j'ai envie de poser une question un peu bête. Qu'est-ce qui lui a pris ? Pardon ? Il a réfléchi. Comment on peut déclassifier comment on peut montrer des documents qui ne sont pas déclassifiés, justement, de secret défense, comme ça, quand on est président d'une puissance aussi importante ? Le problème j'allais dire pervers narcissiques, je pèse mes mots, en tout cas des gens qui sont narcissiques, qui sont un petit peu mégalos, etc. Ils se pensent au-dessus de tout, mais moi ce qui me surprend, c'est que c'est pas Donald Trump qui a chargé les cartons de la Maison-Blanche dans le camion et qui les a déchargés. Il y a quand même des gens qui sont encore plus dingues. Il a pu glisser ça dans la mallette. Dans l'hélicoptère peut-être, en vue dans son bureau au moment de partir. Oui, il y a bien des gens qui les ont chargés. Et puis il y a
Excusez-moi, moi j'ai fait un petit peu de protection rapprochée. Oui. C'est pour ça qu'on vous pose la question. Pour plusieurs élus, dont Yannick Jadot, ce sont les gens qui sont autour, qui doivent faire le ménage et faire attention et qui sont aux confidences. C'est-à-dire que c'est pas possible que le service, les Secret Service aux États-Unis, qui ont de Dieu que le président, ait laissé faire une folie pareille. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Salomon Malka, est-ce que vous ne pensez pas qu'il a pu tout simplement les planquer, excusez-moi le terme, ces documents, au vu et au su de tout le monde, parce que c'est Donald Trump et qu'il ne se laisse pas faire comme ça, et qu'après tout, ce qu'il a dans sa mallette, ça le concerne? Oui, ça peut. Je veux dire, il n'est pas impossible qu'il essaye de conserver tous ces documents pour pouvoir les utiliser après. Et je vous signale d'ailleurs que parmi ces documents, il y a des documents qui concernent le président Macron. Donc voilà. Quant au reste, c'est vrai que ce qu'il a dit lui-même, ce qu'il a théorisé lui-même, à savoir si je descendais quelqu'un en pleine avenue à New York, mes sympathisants ne diraient rien. Et on s'aperçoit que c'est un peu vrai. Aujourd'hui, bon, il fait pas la course en tête, mais presque, parce que on pensait quand même que le fils de Robert Kennedy qui se présentait mais on voit bien qu'il dépasse pas un plafond chez les de verre. Républicains, il n'arrive pas à s'en sortir. Il n'arrive, voilà. Donc il y a une carte à jouer pour lui encore. Bon. Eh ben, je sais pas ce que vous espérez, mais en tout cas, ça serait catastrophique. Félix Mathieu, merci. Avec plaisir. Très bon week-end. Merci pour ce clic. Vous avez sacrément cliqué. Là, ça a bien cliqué, ouais. On va Et faire puis le tour de table dans un instant. Voilà, si vous voulez réagir au tour de table qui vient, et évidemment, appelez la radio au 0826 300 300. Zach vous attend. Vous allez aussi voter sur Twitter à notre question du jour, parce qu'il y a le tour de table de l'actu, et après, il y a le coup de projecteur. Oui, à tout de suite. Sud Radio, à tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Nous sommes très heureux avec Judith Belair, voilà, de vous accompagner. Je me fais chambrer hors antenne, je vous dis pas. Mais c'est normal, vous voyez, c'est ce jour de départ en vacances, de retour de travail, de tout. On est avec vous. Philippe Bouriaki est là, c'est une des vraies voix références ce soir. Aude Amadou, incroyable, intransigeante, compétente, et puis aussi Salomon Malka, une espèce d'érudit naturel. Et c'est les chevilles, ça va sinon? Mais je les aime, ces trois vraies voix. Allez, le tour de table de l'actu des vraies voix. Pas de panique, nous sommes des professionnels. C'est tout à fait vrai. Ah bon? Vous causez de quoi? De tout. Politique, spectacle, sport. Il me demande mon avis sur l'actualité et je lui donne. Le tour de table de l'actualité. Aude Amadou voulait revenir sur le coup d'État qui est en cours au Niger. Oui, absolument, parce que ça m'interpelle beaucoup. C'est une situation qui est dramatique d'un point de vue humanitaire, parce que c'était déjà un pays qui était dans une situation très complexe. En 2023, les habitants qui ont fait appel à l'assistance humanitaire, on est passé à 1,3 million à 4 millions, plus de 4 millions, donc c'est déjà énorme. Et puis c'est cette prise de conscience des enjeux internationaux, parce qu'on a eu le Mali, Burkina Faso, aujourd'hui le Niger, donc tous ces pays de la zone du Sahel. Un président qui a été élu démocratiquement, donc aujourd'hui président Mohamed Bazoum est séquestré avec sa famille par la junte militaire. Alors effectivement c'est un point très grave pour la France, parce que c'est un de ses derniers alliés sur cette région, mais pas que la France, puisque la France a condamné et a appelé à une libération immédiate, mais également les États-Unis, parce que le Niger est également un partenaire crucial pour les États-Unis. Et puis moi, ce qui m'a interrogé, que je voulais mettre aussi en avant, c'est que on a la voix diplomatique russe qui rentre dans le débat et qui demande également la libération et appelle au dialogue constructif. Alors qui est derrière justement ce coup d'État? On a pour l'instant pas. On l'a pas vraiment, mais en fait, il faut avoir une vision globale de cette région du Sahel. C'est-à-dire que on s'est demandé Wagner, que vient faire Wagner, qui est Wagner pendant des années. Wagner, maintenant on le sait, c'est le bras armé de Poutine. Comme par hasard, s'est ouvert hier le sommet Russie-Afrique. Alors je vais rappeler, j'ai plus les chiffres, mais alors selon le Kremlin, c'était 17 chefs d'État, 49 pays africains qui se rendraient à Saint-Pétersbourg. Alors les Américains condamnent en fait le Wagner en disant que c'est une organisation criminelle internationale. Bon, on les a pas trop vus bouger quand même, un petit peu.
Mais Wagner, ce n'est pas que des mercenaires, ce n'est pas que des exploitations de ressources naturelles, mais c'est surtout la désinformation. C'est-à-dire qu'ils ont développé un réseau en termes de propagande qui s'est fait pas sur les derniers mois, mais sur des années et des années. On en voit aujourd'hui les conséquences. Le Quai d'Orsay a pris conscience de cette guerre, parce que c'est une guerre de communication qui est en train de se jouer. Et voilà, moi je voulais vraiment faire un focus, parce qu'aujourd'hui on se dit malheureusement qui sera le prochain. Peut-être le Tchad, par exemple, des pays Côte d'Ivoire, voilà, le Tchad, Côte d'Ivoire. Et puis il faut préserver ces démocraties, parce que si la Russie appelle à un dialogue constructif, bon, moi la vision de la démocratie version Poutine, j'en veux pas. Vous parliez justement de la crise humanitaire aussi qui est en cours. On a vu beaucoup de migrants qui sont bloqués en Syrie actuellement et qui sont en train de mourir, tout simplement, de soif et de faim. Des gens qui sortent du Niger justement et qui sont complètement coincés depuis plus de 3 semaines justement. Donc c'est aussi une crise humanitaire catastrophique, Philippe Bouriaki. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer justement aussi ce statut des migrants qui finalement fuient une catastrophe pour rentrer dans une autre? En allant les protéger, en intervenant. Alors, c'est pas en Syrie, c'est en Tunisie. En Tunisie, pardon. Ouais. Ils sont passés par la Syrie, c'est ça. Ouais. Et il faut bien comprendre, moi, aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent, et celles et ceux qui ont peur de leur quotidien, surtout des discours anxiogènes qu'on entend, l'immigration à tout va, et quand on voit un bateau avec 700 personnes, on se dit ça y est, on est envahi. C'est que si on les aide pas là-bas à vivre correctement, à vivre décemment et en sécurité, l'instinct humain, et c'est ce qui s'est passé ici en 1939. Nous avons beaucoup de nos compatriotes qui ont migré, surtout en Afrique et au Maghreb, pour être en sécurité. Enfin, c'est humain. Et par conséquent, nous devons intervenir de manière forte et claire. Nous avons pris des premiers accords ont été mis en place entre l'Union européenne et la Tunisie, notamment, Philippe. Oui, mais ça suffit pas. Ça suffit pas parce qu'il y a une situation d'urgence, quoi. Vous savez, tout le monde a protesté sur le fameux vote des 500 milliards sur 7 ans pour nos armées. Mais on va se dire les choses clairement. Aujourd'hui, nous ne sommes pas de taille face à Wagner en Afrique. Clairement. On l'a bien rappelé. Sans oublier la Chine aussi, qui est très influente d'un point de vue économique. Mais économiquement, évidemment, il y a des milliards qui sont en jeu. C'est un pays, enfin c'est un continent qui se développe de manière croissante. Et puis surtout, le sol africain est ultra riche sur plein de matières dont tout le monde a besoin. Donc il faut intervenir de manière efficace et globale européenne. Ce qui se passe est quand même assez grave. Il faut voir que hier à Niamey, on a des manifestants. La capitale du Niger, Niamey. Voilà. Les manifestants ont scandé à bas la France, vive la Russie. Avec des drapeaux russes. Donc, il y a quand même, je veux dire, péril en la demeure, dans la mesure où ça a été rappelé, le Tchad est un allié stratégique en termes de lutte contre les djihadistes. Alors, d'après ce que je sais, Paris ne dit pas pour l'instant que c'est pas définitif. Il y a une implication de la Russie et de Wagner. Ça n'est pas encore dit expressément. Mais le fait est qu'il y a cette réunion à Saint-Pétersbourg du sommet Russie-Afrique, et puis aussi il y a, on ouvre les vannes, enfin c'est buffet gratuit à tous les étages, puisque le Moscou met à disposition de 6 pays africains des tonnes de céréales. Merci Salomon, merci. Allez, on passe à votre tour de table, Philippe Bouriaki. Un squatter, donc ça c'est tout nouveau, c'est sorti, ça vient de sortir. Un squatter maintenant, il peut attaquer son propriétaire si son bien immobilier, le bien où il est installé, est mal entretenu, le bien où il squatte. On sent que ça va être énorme. Ouais. Alors on est vraiment chez les fous. Voilà, c'est comme ça que je l'avais annoncé sur notre fil. Merci à Philippe David, parce qu'en fait c'est lui qui m'a donné l'information. Il est jamais en vacances en fait. Jamais. Et il nous écoute tous les jours. On lui passe un petit bonjour d'ailleurs. Des hommages, cher Philippe David. Je suspecte Philippe David d'avoir créé une intelligence artificielle qui s'appelle PD,
Pardon, UDP. Ouais, ça, vous voyez, c'est l'arroseur arrosé. Vous êtes ferme. Allez, continuez. Ça, c'est fait. Enchaînez. Voilà. Non, mais il a aussi un nom et un prénom de tueur en série. Continuez, Philippe, sinon on va pas en profiter. Et donc, la source, évidemment, c'est Le Figaro, qui nous dit que le Conseil constitutionnel, ça c'est les grands sages, ont validé le fait qu'un squatteur peut se retourner contre un propriétaire d'un bien si il se blessait, si l'immeuble ou l'habitation est vétuste. Et donc, franchement, la logique voudrait que déjà on se fasse pas squatter. Oui. Et qui protège les propriétaires lorsqu'on est squatté? Enfin, on est chez les fous. Et donc, si quelqu'un se blesse parce que vous êtes un propriétaire qui n'a peut-être pas les moyens de faire les travaux immédiatement ou dans l'instant T, le 102. Surtout, vous voulez pas parce qu'il y a un squatter chez vous, non? Je sais pas. Oui. Non, mais on peut en déduire que vous êtes parti d'urgence de chez vous parce qu'il y a une mise en danger en péril, et puis pendant que vous partez, il y a un squatter qui rentre à l'intérieur et qui se blesse et qui se retourne contre vous. On est chez les fous. Alors, il faut dire quand même que le Conseil constitutionnel a écarté a remis en question cette loi qui prévoit que on peut, on peut être squat. Le squatteur, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui ne paye pas, c'est quelqu'un qui habite là et qui ne paye pas son loyer. C'est ça, hein, on est bien d'accord. Voilà. Mais il y a eu quand même cette proposition. On peut aller plus loin. Il y a quelqu'un qui vient chez vous, qui monte au balcon, qui va casser la vitre. Vous le repoussez, il tombe par-dessus le balcon. Il peut vous attaquer pour coups et blessures. Aussi. C'est pas de la légitime défense en ce cas-là? Justement. Non, c'est un sujet extrêmement compliqué. On voit bien, ça fait des années par rapport aux problématiques liées au squat. C'est dramatique parce que c'est des personnes qui ont mis leurs économies, parfois c'est même leur résidence principale, et qui se retrouvent démunis pour juste récupérer leurs biens. Et c'est vrai qu'il y a ce sentiment, et aussi quelque part un peu de réalité, qui fait qu'ils sont un peu mieux protégés que le simple propriétaire. C'est-à-dire que c'est vraiment une galère de récupérer un bien squatté, mais une réelle galère. Et je vous passe les coûts financiers que ça engendre pour les familles de récupérer leurs biens. Merci de nous avoir soulevé ce problème, Philippe Bourriaki. Vous avez énervé tout le monde. Hein. Je suis désolé, je m'excuse. Vous parlez pour vous, Frédéric Brindel. Non, mais c'est vrai que c'est énervant. Alors, la légitime défense, c'est le fait d'intervenir à une réaction à l'instant T de manière proproportionnée. Oui, voilà. On est bien clair. Vous prenez un coup de poing, vous ne pouvez pas donner un coup de pied. Vous prenez une gifle, vous ne pouvez pas donner un coup de poing. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, si le monsieur arrive, vous le repoussez, d'accord. Mais s'il a basculé. C'est involontaire. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut. Ça dépend comment vous le poussez. Si vous le poussez délicatement, bon, vous avez le droit. Si vous le poussez de manière plus mais si la balustrade elle est mal vissée, imaginez, Philippe. Vous risquez. Non, mais c'est ça qui est fou. C'est-à-dire on est chez les fous. On est chez les fous. On est bien d'accord. Allez, dans quelques instants, c'est le coup de projecteur des vraies voix sur le sujet du jour. C'est aussi la question qu'on vous pose sur Twitter. Colère des policiers, soutien inconditionnel du ministre de l'Intérieur. Est-ce que Gérald Darmanin est comparable, selon vous, à Nicolas Sarkozy? Vous votez sur Twitter. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour réagir. Nous, on est là, on bouge pas, on vous attend. C'est Sud Radio, évidemment. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Ça y est, nous y sommes, 18h30, l'heure du coup de projecteur avec nos vraies voix. Philippe Bourriaki, conseiller régional d'Île-de-France, Aude Amadou, ancienne députée, Salomon Malka, journaliste et auteur. Ils sont prêts pour le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Comme Nicolas Sarkozy, il a d'abord été en poste à Bercy et son hyperactivité à la tête du ministère de la Place Beauvau n'est pas sans rappeler celle de celui qui est devenu par la suite président. Darmanin se met dans les pas de Nicolas Sarkozy, espérant peut-être la même carrière, a souligné le sénateur Roger Carucci, qui est LR, chez les LR, lors de la prise de fonction de ce dernier. Le toujours LR pour l'instant, Aurélien Pradier, ne s'est pas gêné pour dire quant à lui que Darmanin n'a pas un dixième du talent de Nicolas Sarkozy, c'est du mauvais Canada Dry. Voilà, le décor est posé. En tout cas, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, offre son soutien inconditionnel aux policiers et s'est engagé auprès d'Unité SGP Police, a notamment créé un statut spécifique du policier mis en examen alors qu'il était en mission. Alors Darmanin veut-il être Sarkozy? Là est la question, et d'ailleurs c'est celle qu'on vous pose sur Twitter. Sont-ils comparables? Nous verrons la tendance. En tout cas, cette prise de parole du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a soulevé un flot de critiques. Il a soutenu hier ces policiers sans avoir un mot pour les victimes de violences lors des interventions policières. Écoutez l'extrait.
Alors en plus de cette fatigue, ils ont aussi vu que des partis politiques évoquaient le fait que la police tue, on leur crache dessus, on les insulte, on les vilipende. Et donc se rajoute à cette fatigue une émotion, une colère. Et pour beaucoup d'entre eux, je le sais, ils m'ont dit voilà encore quelques instants, une tristesse de ces procès d'intention, ces procès médiatiques qui leur vont droit au cœur, eux qui servent la République, qui sont des fonctionnaires. Et on peut les comprendre, et moi je les comprends. Alors, c'est façon Sarkozy, le style est comparable ou pas, Aude Amadou ? Moi, je comparerais pas des styles. Enfin, je veux dire, moi, j'aime pas la mauvaise foi en politique. C'est-à-dire, vos anciens copains qui sont en train de vous critiquer, c'est le propre de la politique. Il a été porte-parole de Sarkozy. Derrière, ils ont une carrière semblable. Vous avez toujours un mentor en politique. Donc moi, ça me choque pas. Il y a pas de comparaison à faire. Et puis de toute façon, c'est un animal politique. Il est fait pour la politique. Et de toute façon, il a rien fait d'autre dans sa vie. Et il est doué pour cela. Alors qu'on rejoigne ou pas, il a quand même des qualités. Après, de savoir, effectivement, je pense qu'il est très ambitieux. Et que le maître va vouloir, l'élève va vouloir dépasser le maître. Mais voilà, il y a rien de neuf sous le soleil. En fait, j'ai envie de vous dire. Philippe Bourriaki, pour revenir à ce soutien total de Monsieur Darmanin à la police, justement, est-ce que ce soutien total, il est nécessaire dans les conditions qu'on connaît aujourd'hui ? Évidemment. Vous savez, le problème, c'est que lorsqu'il y a une crise sociale, les gouvernements, quels qu'ils soient, mais essentiellement la Macronie, on l'a vu pendant la crise des Gilets jaunes, ne donnent pas une réponse politique, ils ont donné une réponse policière. Et donc tout le monde, je mets des guillemets, c'est pas mon cas, on entend que tout le monde déteste la police, parce que quand on vient vous réprimer, vous n'êtes pas content, et c'est normal que vous détestiez celui qui vous réprime. Mais celui qui réprime est un exécutant. Donc c'est pas à lui qu'il faut en vouloir. S'il n'y a pas de police, il n'y a plus de justice, il n'y a plus de sécurité. Moi, j'aime la police, ce sont nos anges gardiens. Par contre, on ne peut pas donner un soutien total lorsqu'il y a des erreurs qui sont commises, qui plus est, parce qu'il y en a des personnes. Il y en a. Il y en a qui s'expliquent sur plusieurs choses, plusieurs facteurs. L'épuisement, on le voit, ils ont été, leurs vacances ont été sautées, leurs week-ends ont été sautés. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu la retraite, il y a eu le 49.3. Enfin voilà, ils sont soumis sous pression tout le temps, ils sont sous effectifs et ils sont entre le marteau et l'enclume. Et puis on peut tomber sur quelqu'un. Pardonnez-moi l'expression, mais il y a des cons partout aussi, quoi. Bien sûr, mais par contre, on ne peut pas soutenir les radio. Pardon. Parlons vrai sur une radio. Oui, je me suis dit, non, mais c'est vrai. Non, mais par contre, on peut pas Judith, ça nous est tous arrivé. C'est-à-dire qu'on tombe sur quelqu'un qui semble un peu obtus. Alors, on est tombé peut-être au mauvais moment, quoi. Il y a des cons partout. Ouais, mais pour certains, leur vie est bouleversée, c'est dramatique. Moi, je continue à dire, je soutiens la police. J'avais pas vu les images concernant ce jeune Marseillais Eddie. Moi, quand j'ai vu son interview, je vois qu'il lui manque la moitié du crâne, je suis un peu choqué quand même. Salomon Malka, sur le statut spécifique du policier mis en examen alors qu'il était en mission que veut mettre en place Gérald Darmanin, comment vous réagissez ? J'ai vu quand même que Gérald Darmanin avait eu des paroles fortes en se rendant au commissariat du 19e arrondissement. Il a salué à Paris, les propos du patron de la police nationale. Il a dit qu'il va étudier les principales revendications des syndicats de police. Il a dit aussi police et justice sont dans la même barque, etc. J'ai eu l'impression qu'il a haussé le ton pour essayer de juguler ce mouvement de contestation qui quand même commençait à prendre de l'ampleur. Il fait un bon coup là-dessus ou pas ? C'est un bon coup politique ce qu'il fait là ? Moi je crois que oui. Et alors, on peut avoir le sentiment, effectivement, qu'il prend pour modèle Nicolas Sarkozy et qu'il dit les choses comme il les pense, sauf que le langage n'est pas tout à fait le même. Chez Sarkozy, on avait un langage un peu brutal, mais parfois vulgaire, de type je vais te casser la gueule, descends, je vais te casser la gueule, la racaille, on va vous débarrasser, etc. Alors que c'est plus lisse chez Darmanin, qui s'est permis même de citer Pascal.
le philosophe, pas Pascal Praud. Mais c'est un philosophe, Pascal Praud est philosophe. Oui, peut-être. Le dimanche matin au bateau. C'est le nouveau style. Salomon, on y revient, mais on a un appel. Attendez. Alors, allez-y. On a un appel au 0826 300 300. On file dans le Gard. On file dans le Gard avec Jaffar. Jaffar. Et ça rime en prime. Ça rime, Jaffar. Bravo. Bonsoir, Jaffar. Bonsoir. Ambiance, Jaffar. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, bonsoir à toute la France. C'est vraiment un honneur, encore une fois, d'avoir le privilège de pouvoir vous parler. C'est un honneur partagé, Jaffar. On adore nos auditeurs, nous, sur Sud Radio. Je pense que tout le monde respecte la police. Et la police, elle est importante. Voilà. Je soutiens toute la police. Même moi, je suis retraité de l'armée, donc je sais que c'est pas des métiers faciles. Il y a beaucoup de responsabilités. Et après, il y aura tout. Et alors sur Darmanin-Sarkozy, parce que vous aviez une opinion sur le fait que est-ce que Darmanin est comparable justement à Nicolas Sarkozy? Oui. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils desservent la fonction très prestigieuse de ministre. Ils la desservent, c'est ça que vous dites? Ah oui, largement. Parce que ça sonne faux. On voit qu'ils tirent on va dire la couverture vers lui et qu'il en joue. Voilà, pour moi, ça saute aux yeux. Si je peux le dire, c'est pas parce qu'on a des postes prestigieux comme ça que ça fait de nous des gens bien. Pour moi, ces postes, ils les méritent pas. Voilà. Il faut que ça soit des gens qui les méritent, qui prennent ces postes-là. Et c'est pas parce que ils ont des langues atterrées ou qui parlent bien ou qui s'expriment bien que ça en fait des gens bien. Et je ne crois pas du tout à leur bonne foi. Merci Jaffar, on a compris votre opinion. Jaffar, du coup, Salomon Malka, est-ce que vous pensez qu'ils font de la langue de bois l'un comme l'autre finalement? Est-ce que Sarkozy faisait de la langue de bois? Est-ce que Darmanin en fait? Non, j'ai l'impression qu'il était dans son rôle et il a parlé, il a tenu des propos qui étaient tout à fait audibles. Maintenant, dire que il essayait d'imiter Sarkozy, j'ai l'impression que les situations sont un peu différentes quand même. D'abord parce que Sarkozy, ministre de l'Intérieur, avait entamé un bras de fer avec Chirac. Aujourd'hui, entre le ministre de l'Intérieur et le président Macron, ça se passe bien. Bon, ça va pas tout seul, mais on n'en est pas encore là. Peut-être que ça arrivera un jour, parce que derrière les coulisses, il y a quand même la succession de Macron qui se joue. Pas d'accord, Philippe Bouriaki, sur ce que vient de dire Salomon? Non, pas forcément pas d'accord. Ce que je veux dire, c'est que Nicolas Sarkozy avait un appareil derrière. Qu'il soutenait pour pouvoir. C'est pour ça qu'il pouvait engager un bras de fer. Oui. Il avait son parti. Voilà. Ouais. Darmanin, il n'a pas grand monde derrière. Aujourd'hui, le parti Renaissance est en ordre derrière Emmanuel Macron. C'est pas dit qu'il fasse un troisième mandat. C'est pas exclu. On en parle de plus en plus. J'ai entendu Gérard Larcher le dire. Donc, a priori, la Constitution dit non. La Constitution dit non, mais la Constitution peut être révisée. Et si lapsus. Emmanuel Macron, le président de la République, est assez malin pour dire à tous les partis, moi je vais vous mettre 30% de proportionnel aux prochaines élections législatives. Croyez-moi qu'ils vont la modifier, la Constitution. Moi je pense que c'est pas le sujet aujourd'hui. En plus, la proportionnelle, on voit bien ce qui se passe à l'Assemblée. On va vite en revenir parce que c'est ingérable. Mais pour en revenir vraiment au sujet, je pense que déjà d'une, c'était pas un coup de politique, parce qu'il a quand même fait une stratégie de l'évitement. C'est-à-dire que quand il évite, quand il doit reprendre les propos de son directeur, de mettre ses policiers au-dessus de la loi avec un statut différencié, parce que ça veut dire qu'en fait le policier n'est plus un citoyen comme lambda, tous les citoyens, et du coup on fait une différence. Par contre, dans ses propos, quand il rappelle justement cette citation de Pascal où il dit la justice sans force est impuissante, mais la force sans justice est tyrannique. Mais c'est les principes même de notre République. Et ce qu'il veut dire par là, et ça, pour moi, ça a été très équilibré, c'est de dire
police et justice sont indissociables. Et moi, j'aimerais aussi rappeler que il y a quand même des choses qui ont été faites. Il y a eu le Beauvau de la sécurité, il y a eu un livre blanc, il y a eu la loi de la sécurité globale, il y a eu des avancées en termes de matériel pour la police. Il est pour l'instant au rendez-vous. Il y a des choses qui ont été faites. Il y a des choses. Moi, j'ai pas été d'accord. Clairement, je l'ai pas voté la loi sécurité globale, mais il faut reconnaître qu'il y a des choses qui ont été faites, mais c'est pas assez. La différence entre Sarkozy et Darmanin, il y en a une. C'est que Darmanin, comme beaucoup de ministres de la Macronie, court après un retard de plus de 25 ans. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité au niveau de la police, au niveau de la justice. Et c'est-à-dire que tout ce gouvernement macroniste court sur beaucoup de sujets à rattraper un retard. Alors, au jeu de la comparaison, nous vous avons sélectionné 2 petits extraits. Sarkozy, Darmanin, souvent comparés, souvent associés d'ailleurs. Alors, comparons le style. Gérald Darmanin. Sarkozy, donc. Bon, alors on va d'abord écouter Nicolas Sarkozy. La nationalité française doit pouvoir être retirée à toute personne d'origine étrangère qui aurait volontairement porté atteinte à la vie d'un fonctionnaire de police ou d'un militaire de la gendarmerie. Ça, c'est le style Nicolas Sarkozy. Gérald Darmanin. Parce qu'en France, nous souhaitons une immigration de gens qui veulent s'intégrer, qui veulent travailler, qui veulent parler français. Moi, mes 2 grands-pères viennent de la Méditerranée, ils sont venus en France pour bosser, et on ne veut pas des étrangers délinquants. Alors, est-ce qu'on est quand même sur l'utilisation de mots, de procédés qui sont ressemblants? Le langage, là en l'occurrence Salomon Malka qu'on vient d'entendre, c'est quand même à peu près le même. Oui, c'est le même. En plus, ils sont potes, quoi. Ils sont amis. Ils sont amis. Et je suis bien d'accord qu'il n'a pas un appareil de parti derrière lui, mais il a été au même parti que Sarkozy. Il vient de là. Et, ils échangent toujours. Et c'est de là que viendra. La solution demain à la crise institutionnelle qu'on vit tous. Et Aude a raison de dire que tout ça va nous paraître très loin quand l'Assemblée va se réunir à la rentrée et qu'on verra que ça repart comme en 40. Amadou, comment vous savez qu'ils se parlent encore Parce qu'ils s'en cachent pas. Enfin voilà, moi j'ai été députée, on échange. Moi, ce que j'apprécie énormément chez Gérald Darmanin, pour beaucoup de sujets où j'ai pas été d'accord avec lui, c'est quelqu'un avec qui on peut discuter, on peut échanger. Enfin, il y a des ministres, c'est impossible de le faire. Moi, je pense que déjà l'écoute envers des députés, c'est très important et c'est une vraie qualité. Après, le style, il plaît pas. Moi, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, la France est dans un tel état que le style, presque, on s'en fiche. Les Français veulent des résultats. Donc aujourd'hui, il va falloir apporter ces résultats. Et quand Sarkozy, quand même, il a fait de sa grande lutte, la lutte de la drogue et des trafiquants, on voit bien, on en est aujourd'hui, quand même. Donc, bon, les situations ne sont pas tout à fait les mêmes, même si on peut rejoindre. Il y a une différence entre le langage finalement et les actes, Philippe Bourriaki. La différence en réalité, c'est pas le langage et les actes, c'est le contexte politique. À l'époque, le Rassemblement national Front national n'était pas aussi puissant. Et donc, et puis surtout, il n'y avait pas le centre droit de la Macronie qui existait. Donc, il avait un socle hyper important. Aujourd'hui, Gérald Darmanin ne peut pas avoir le discours aussi musclé que le Rassemblement national, parce que sinon, on dirait qu'il fait du copier-coller et des gens préfèrent l'original à la copie. Et il a un centre droit qui est un petit peu effrité. D'autant plus qu'il a des concurrents sérieux. On pense à Bayrou s'il arrive à s'en sortir de son affaire. On pense à Édouard Philippe qui est dans un starting block et ça, il y a pas photo. Et il y a un outsider, je pense qu'il ne faut pas l'enterrer même si c'est mis une balle dans le pied avec son livre, c'est Bruno Le Maire. Bon, les auditeurs de Sud Radio, vous dites sur le compte Twitter Sud Radio, est-ce qu'on peut comparer Gérald Darmanin et Nicolas Sarkozy? Vous dites non à 61%. Je rappelle qu'à 31 ans, Darmanin était devenu quand même le porte-parole de campagne de Nicolas Sarkozy, rappelons-le quand même. 0826 300 300, Zach est là au standard pour vous écouter, réagir et pour vous faire passer à l'antenne évidemment. Grégory, vous êtes toujours avec nous? Oui, bonjour. Bonjour. Alors Grégory, est-ce qu'il y a une différence entre les actes et les mots ou est-ce que finalement ils se ressemblent vraiment tous les deux là? Moi j'appelle Is No Good. Mais non, pour moi c'est exactement la même chose. Il a la même posture, les mêmes paroles et il ne fait rien comme Sarkozy. Et en termes de charisme, parce que Sarkozy est allé jusqu'à la présidence de la République, potentiellement, Darmanin. Oui, il a eu le charisme d'une moule, c'est tout. D'une moule, d'accord, oui. Parlons vrai sur Sud Radio. Il y a un moment donné, moi j'aimerais bien vous voir dans l'hémicycle et répondre du tac au tac. On peut pas dire qu'il a une charisme d'une moule. Franchement, il est quand même. Le problème, c'est que vous parlez des flics, il soutient les flics, mais s'il lâche les flics, qui les protégera? Les policiers.
Je préfère les policiers que les flics. Qui les protégera après dans leur palais? Parce qu'on l'a vu qu'ils ont protégé lors des Gilets jaunes, des manifestations là, des émeutes et tout. Non mais excusez-moi, je vous coupe Grégory, mais la police elle sert quand même à protéger la nation française. Donc si la police elle n'est pas contente et qu'elle se met en grève, qui va protéger les citoyens? C'est plutôt ça la question. Oui, mais c'est surtout eux qui ont peur. Les citoyens, très sincèrement, moi je pense qu'ils s'en foutent complètement, les citoyens. C'est eux, c'est leur place. C'est leur position et c'est ce qu'ils vont pouvoir avoir pour Alors, le juste pour rectifier, je ne sais pas si vous le savez, mais nos institutions ne sont pas protégées par la police, mais par les militaires, la gendarmerie, ce qui est complètement différent. Et qu'aujourd'hui, la plupart de nos institutions sont des places militaires. Donc, j'ai fait le début des manifs de Gilets jaunes. J'ai pas participé au caillassage parce qu'après il y avait trop de lacrymo et tout ça. Mais ceux qui protégeaient l'Élysée, c'était des flics. Et ceux qui, je passais tous les jours devant l'Élysée, c'était des policiers qui protégeaient l'Élysée. Dedans, c'est les militaires. Alors, ça, on va dire. Ok, Grégory. On va dire que ça, c'est une belle parenthèse. Donc, vous dites, je cite, Grégory de Paris. C'est la même chose, l'un et l'autre, ils font rien. Non, il dit Gérald Darmanin a le charisme d'une moule. Oui. Voilà. Alors, donc, moi, je. C'est gentil pour les moules. Non. Ça, c'est Philippe Bouriaki. Donc, très honnêtement, vous nous répondez oui ou non pour conclure les trois vraies voix. Voilà. Est-ce que, en termes de charisme, Darmanin, ça vaut Sarkozy, oui ou non? Aude? Non, ça le vaut pas. Et par contre, il faut vraiment qu'il mette sa patte. Mais ça le vaut pas aujourd'hui. Salomon Malka? Non, mais je voudrais quand même réagir à ce qui vient d'être dit sur le. Oui, d'accord, parce que il y a 10% de. On a l'impression à entendre notre auditeur que toute la police s'est mise en grève. C'est pas vrai. Il y a eu quand même 900 policiers et gendarmes qui ont été blessés au cours des jours d'émeutes. Il y a 10% de policiers qui se sont mis en arrêt maladie. On s'était dit oui ou non. Alors même chose. Charisme plus que ou égal que Sarkozy, Philippe complètement Bouriaki. Différent, mais il a l'étoffe de devenir un bon chef d'État. Vous dites oui, d'accord, voilà. Et une petite pensée pour Philippe David, sur la moule en particulier, parce que j'ai eu un petit message. Voilà, c'était un petit coucou à Philippe David. Il était là, alors il nous écoutait bien. Il nous écoute très activement. Parce que tout à l'heure, on a fait une petite blague et il nous a pas répondu. Donc ça y est, Philippe David est de retour. Et vous restez avec nous, 0826 300 300, vous réagissez, vous commentez l'actu. C'est la fin de ce débat, mais on continue juste après ça. Avec quoi alors 5 minutes de bonheur, avec ça va être bien. Le bonheur. Et vous aussi, vous restez avec nous, les vraies voix. Allez, à tout de suite. 7h20, Frédéric Brindel, Judith Belair. Nous passons une belle soirée sur Sud Radio avec les vraies voix. Salomon Malka, Aude Amadou, Philippe Bouriaki. Nous vous accompagnons pour votre départ en vacances, votre retour de travail, tout ce que vous voulez faire. Il y a beaucoup de monde sur les routes. Soyez patients. Et justement, nous avons la parade à tout cela. 18h50. Ce n'est que du bonheur, oui, parce que comment profiter de tout ce qui nous entoure et qui nous apporte du plaisir, c'est l'objectif de cette rubrique. 5 minutes de bonheur. C'est subjectif la comédie, Murray. Imaginons un instant que vous soyez un homme malhonnête. Imaginons. Dans certaines circonstances, un producteur pourrait gagner plus d'argent avec un four qu'avec un succès. C'est décidé, je vais devenir pro. Et je crois avoir trouvé alors qu'il est le secret de mon bonheur. Une vie tranquille et retirée du monde à la campagne, puis le repos, la nature, les livres, la musique. Quel jingle, hein. Ça tombe bien, on est avec Rodolphe Delors qui est directeur général du zoo de Beauval. Bonsoir Rodolphe. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors juste quand même, le zoo de Beauval, c'est le 4e plus beau zoo du monde. Hein. Vous avez 35 000 animaux du monde entier. Hein. Ouais, donc c'est quand même assez incroyable. Et puis alors, il y a une petite news chez vous, c'est que vous avez les pandas. Exactement. Panda. Ah, oui. Et qu'il y a un bébé qui est parti il n'y a pas longtemps vers la Chine. Ça n'a pas été trop triste ? Voilà, tout à fait, mais il reste 4 pandas au zooparc de Beauval. Il reste les parents, Wan, Wanzi, et 2 petites sœurs jumelles qui sont nées en 2021, qui sont absolument adorables. Wanman est reparti en effet mardi dernier, il est reparti en Chine à l'âge de 6 ans. Il aurait déjà dû repartir depuis 1 ou 2 ans, mais ça n'a pas pu se faire à cause des restrictions Covid. Bien sûr. Donc là, il est reparti pour pouvoir... Avec un petit brisqueur en même temps, quoi. Bien sûr, un brisqueur pour nos équipes, mais nous savions qu'il allait repartir, c'est comme ça, c'était prévu, et il a été accompagné par un vétérinaire, une soigneuse, qui sont toujours en Chine, voilà, et sa marraine, Brigitte Macron, est venue lui dire au revoir, un dernier au revoir avec moi sur le tarmac de l'aéroport de Roissy, accompagné d'un secrétaire d'État à la biodiversité.
Magnifique. Alors, vous avez 35 000 animaux du monde entier aux Eaux de Beauval, on l'a dit. Comment ça se passe en termes de fréquentation cet été et comment en général au cours de l'année? En fait, est-ce qu'il y a beaucoup plus de fréquentation au mois de juillet, au mois d'août? Eh bien, la fréquentation est stable, très belle progression sur tout le printemps et mois d'avril, mai, juin. Un mois de juillet stable, mais c'est pas forcément le mois de juillet qui est le mois le plus chargé. L'été est vraiment pour le moment stable, égal à l'année dernière. Fréquentation régulière. Nos 35 000 animaux, oui, sont originaires du monde entier, mais ils sont tous nés dans des parcs zoologiques depuis des générations. Ils sont chez nous dans le cadre de programmes d'élevage internationaux pour la conservation des espèces. Et ce qui nous importe, c'est de pouvoir sensibiliser les visiteurs à la conservation de notre biodiversité. Ce sont 2 millions de visiteurs qui visitent chaque année le zooparc de Beauval, 2 millions de visiteurs qui ont l'occasion de découvrir ces animaux extraordinaires et d'être sensibilisés à la conservation, parce que j'estime que souvent on peut protéger que ce que l'on connaît, que ce qu'on a appris, et c'est souvent dans les parcs zoologiques qu'on peut découvrir ces animaux extraordinaires et apprendre à les protéger. Bon, Rodolphe Delors, nos vraies voix ont plein de questions à vous poser. Aude Amadou. Bonsoir. Moi, je voulais déjà saluer en fait tout le travail que font la plupart des parcs zoologiques parce que vous êtes souvent critiqués, mais est-ce que vous pourriez aussi rappeler votre vrai rôle, vous l'avez évoqué tout à l'heure, de conservation, mais également le fait de réintroduire aussi des espèces animales et que vous avez un vrai rôle au niveau de la faune sauvage? Tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, le rôle des parcs zoologiques et missions des parcs zoologiques ne sont plus approuvées. C'est connu par toutes les grandes instances internationales. Les parcs zoologiques sont des lieux de sensibilisation du public à la conservation de la biodiversité. Nous sommes aussi des conservatoires d'espèces, des conservatoires génétiques. Nous participons à des réintroductions dans le milieu naturel lorsque ça est possible, lorsque ça est nécessaire. Nous avons vraiment des rôles, des missions qui sont clairement définies et qui sont indispensables pour la conservation des espèces. Philippe Bouriaki. Je suis un peu embêté parce que je ne vais pas au zoo par conviction philosophique et écologiste. Je préfère que les animaux soient en liberté plutôt qu'enfermés, mais je préfère qu'ils soient dans un zoo plutôt qu'en danger à l'extérieur. Question juste économique, 2 millions de visiteurs, est-ce que 35 000 animaux, est-ce que vous arrivez à vous retrouver financièrement ? Oui, heureusement, nous devons gagner de l'argent, si on peut dire, pour pouvoir investir, pour pouvoir installer toujours mieux nos animaux, s'occuper toujours mieux d'eux. Nous avons 1500 salariés au zooparc de Beauval au total, dont à peu près 200 soigneurs, 7 vétérinaires, des assistants vétérinaires, des biologistes, des chercheurs. Moi aussi, j'aime beaucoup voir les animaux en milieu naturel. Je vais les voir en Afrique, je vais les voir un peu partout. Mais nos animaux sont nés dans des parcs zoologiques et encore une fois, nous avons vraiment des missions et avant tout, notre fil conducteur, c'est le bien-être animal. Et si je fais ce métier, c'est avant tout parce que je suis un amoureux des animaux, comme l'ensemble de nos équipes. Nous sommes de véritables passionnés d'animaux et le bien-être animal est absolument notre priorité. Nous n'en doutons pas. Question Salomon Malka. Moi aussi, je m'associe à ma consoeur et à mon confrère pour vous féliciter. D'où vient cette passion? On savait que Madame Brigitte Macron avait une passion pour le théâtre. On savait aussi qu'elle avait cette passion pour le parc zoologique, en particulier le vôtre. Est-ce que c'est vous qui l'avez convertie à cette passion ou elle y est venue d'elle-même? Allez, Rodolphe, allez-y. Bien, écoutez, la première fois où Brigitte Macron m'a téléphoné, c'était le matin de la naissance de Wanman, le 4 août 2017. Elle me dit, on a suivi toute la nuit avec beaucoup d'émotion la naissance du petit panda avec ma famille, mon mari, et je lui dis, mais je serais très heureux de vous accueillir à Beauval et de vous faire visiter Beauval. Et elle me dit, mais vous savez, nous venons très régulièrement en famille, et donc elle était déjà venue plusieurs fois à Beauval avec le président de la République. Et le président, comme son épouse, visite régulièrement des parcs zoologiques, sont passionnés aussi par le monde animal. Merci Rodolphe Delors. Je rappelle que vous êtes directeur général du zoo de Beauval et que c'est un lieu à visiter absolument si vous avez des enfants et si vous n'en avez pas aussi d'ailleurs et que vous vous intéressez aux animaux. Eh bien, les vraies voix de l'été avec vous, Damadou, Philippe Bouriaki et Salomon Malka, c'est fini pour aujourd'hui. Bon week-end. Merci d'être venu par ici. Bon week-end, bel été. Je voulais juste rajouter que moi je n'y vais pas, mais mes enfants vont au zoo et je ne leur interdis pas de faire
faire ce qu'ils ont envie de faire. Bon, et puis vous, les auditeurs de Sud Radio, vous allez être en tête à tête avec Frédéric Brindel pour les vraies voix du sport. Il a un gros programme pour vous. Tour de France féminin, Coupe du monde de foot féminin, la question de Mbappé. Et puis on s'approche des JO. Léon Marchand, vous avez vu, la natation, ça cartonne, l'escrime, le triathlon, on parle de tout ça. Les Jeux arrivent. Allez, on vous embrasse.